B3NG 22.6.2025. Un homme riche a attaché ses filles jumelles aveugles à un arbre, prêtes à être mangées par des loups, MEMA. https://www.youtube.com/watch.v = UIDHPGRT21Q. Au fond d'une forêt dense et dangereuse, un homme riche à l'air sévère portait sur son dos deux jumelles aveugles de 6 ans. Les enfants, innocemment confus et ne comprenant pas ce qui se passait, ont été attachés de force à un tronc d'arbre solide, auquel les hommes les ont attachés avec une corde épaisse. Les loups vont bientôt arriver. Tu ne survivras pas à la nuit. En entendant cela, les jumeaux se mirent à pleurer. Ils écoutèrent le bruit des pas des hommes s'estomper, et les secondes s'écoulèrent, jusqu'à ce que soudain, leur battement de cœur s'accélère en entendant le grognement féroce des loups affamés se rapprocher. Mais un hennissement retentissant rompit l'atmosphère tendue. Un cheval blanc fonça vers le danger. La suite des événements choqua tout le monde. Si vous aimez les animaux autant que nous, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à nos moutons. La forêt semblait absorber les bruits extérieurs, créant un silence épais, où seuls les battements de cœur devenaient plus clairs. Dans les arbres centenaires, le soleil tentait désespérément de percer les branches et les feuilles. Un homme marchait d'un pas assuré, tenant dans ses bras deux petites silhouettes qui croyaient aveuglément à ses paroles. Elena et Sofia, jumelles de 6 ans, s'agrippent au t-shirt de celui qu'elles appellent « Papa ». Leurs petites mains tremblent, non pas à cause du froid, mais d'un malaise indescriptible. Aveugles depuis toujours, elles ont appris à explorer le monde avec leurs autres sens, créant un univers de textures, d'odeurs et de sons qui les guident mieux que n'importe quelle vue. « Papa, où allons-nous » demanda Elena la vieille à voix basse, pendant quelques secondes seulement sa voix était pleine d'une confiance enfantine, et elle n'avait pas encore été vaincue par la cruauté de ce monde. Sofia était toujours très sensible aux sautes d'humeur, mais cette fois, elle sentit quelque chose d'étrange dans son ton. Il y avait une tension sans précédent dans sa voix, et ses muscles étaient raides, comme si chaque pas était soigneusement planifié. Mais elle lui faisait confiance, elle lui avait toujours fait confiance. Après tout, c'était l'homme qui était apparu dans leur vie après le départ de leur mère pour travailler. L'homme d'affaires Eduardo Mendes arpente Val dos Lobos avec détermination, boudé par les habitants, surtout au crépuscule. À 45 ans, il a bâti un empire commercial grâce à son allure impeccable et à sa réputation irréprochable. Ses vêtements sont toujours impeccables, ses chaussures sont fabriquées en Italie, sa posture est droite tout en lui respire la réussite et la maturité. Mais derrière le masque se cache un homme soucieux de préserver une image irréprochable. Les jumeaux sont le fruit d'une relation qu'ils préféreraient oublier. Leur mère, Clara, n'était à l'origine qu'une simple servante sur son domaine ou une femme ordinaire qui prenait soin des chevaux avec le dévouement qu'il admirait au départ. Lorsque Clara est tombée enceinte, il a voulu lui donner de l'argent pour résoudre le problème, mais Clara a refusé et a insisté pour avoir des enfants. Pour Eduardo, la naissance de ces deux filles malvoyantes a confirmé que leur relation était une erreur. Il leur a apporté un soutien financier et leur a rendu visite de temps en temps, mais il a toujours eu le sentiment qu'elles représentaient une menace pour la vie parfaite qu'il se construisait. Désormais marié à Isabella Montero, fille d'une des familles les plus traditionnelles de la région, il ne peut plus se permettre de rebondissements. Isabella l'avait clairement fait savoir, elle ne l'acceptera pas, surtout avec son handicap. Des gens comme nous ne peuvent pas avoir de défauts dans notre famille. Son ton était si froid que même Eduardo fut impressionné, soit vous trouvez une solution, soit notre accord est nul. L'odeur de la forêt était forte, un mélange de terre humide, de feuilles pourries et de fleurs sauvages négligées. Elena humait l'odeur familière de la nature et se souvenait des jours où elle et Sofia jouaient dans le jardin de la maison de sa mère. Mais il y avait quelque chose de différent dans cet endroit, une énergie qui la faisait se sentir petite et vulnérable. On y est presque, répondit Édouard en se dirigeant vers un arbre robuste dont le tronc était assez large pour accueillir tout ce qu'il avait prévu. Tu vas adorer cet endroit. C'est plein d'aventures. Le bruit des cordes détachées résonna dans la forêt comme un signe inquiétant. Eduardo sortit de son sac à dos 2 rouleaux de cordes épaisses, achetés dans une boutique isolée où personne ne le connaissait. Ses mains,
habituée à signer des contrats de plusieurs millions de dollars et à serrer des mains lors d'importantes transactions, tremblait maintenant légèrement, se préparant à ce qu'il pensait être sa seule issue. « Papa, pourquoi on s'arrête ici ?» demanda Elena, la voix toujours assurée, mais une pointe d'inquiétude naissant dans sa petite poitrine. Sofia tâtait le sol de ses pieds nus. Il avait ôté ses chaussures en marchant, prétextant que ce serait plus confortable ainsi. Le sol était frais et humide, et les minuscules feuilles et branches lui chatouillaient les orteils. L'air était empli du parfum intense de l'herbe et des arbres, mais il y flottait quelque chose d'indescriptible, une sensation de nervosité qui lui retournait l'estomac. Eduardo commença à travailler méthodiquement, attachant une corde autour de la taille fine d'Elena. La fille rit, pensant à une farce élaborée. Eduardo attacha Sofia de l'autre côté de l'arbre, essayant de ne pas regarder les filles en face. Elena avait hérité des traits délicats de sa mère, des cheveux bruns ondulés qui brillaient même dans la faible lumière de la forêt, des joues roses qui gardaient la rondeur de l'enfance. Sofia était légèrement plus mince et son expression plus sérieuse, mais ses yeux, bien qu'aveugles, avaient une profondeur qui le troublait toujours. « Papa, les cordes sont trop serrées », se plaignit Elena, essayant de bouger ses bras mais trouvant sa mobilité sévèrement restreinte. Mais ses paroles sonnaient creux, même à ses yeux. Eduardo savait qu'il ne trahirait pas sa promesse. Son plan était simple et cruel, laisser les filles dans la forêt, retourner en ville et annoncer à tout le monde qu'elles étaient envoyées dans un pensionnat spécialisé dans un autre état. Avec le temps, il inventerait une histoire d'accident tragique, gagnerait la sympathie de la société et pourrait reprendre tranquillement sa vie avec Isabella. Sofia commença à bouger, tirant sur la corde qui la reliait à l'arbre. Son intuition, toujours plus fine que celle de sa sœur, lui lança une alarme. Quelque chose n'allait vraiment pas. Eduardo recula et examina son œuvre. Attachées à cet arbre imposant, les filles semblaient si petites et fragiles. L'espace d'un instant, il ressentit peut-être un remords, mais il le réprima rapidement, Isabella l'attendait, et sa nouvelle vie aussi. Il ne pouvait hésiter. « Je vais chercher la surprise maintenant, » dit-il, d'une voix étrange, même pour lui. « Tais-toi et sois sage. Je reviens bientôt. » Les pas d'Eduardo s'accélérèrent alors qu'il commençait à s'éloigner des filles, ignorant les cris qui résonnaient derrière lui, ignorant les larmes qui commençaient à couler sur son visage, ignorant les cris de sa conscience, ignorant le fait qu'il faisait la plus grosse erreur de sa vie. Après le départ d'Eduardo, un silence assourdissant s'abattit sur eux. Elena et Sofia restèrent immobiles quelques minutes, réfléchissant à ce qui venait de se passer, leurs jeunes esprits peinant à saisir cette réalité insignifiante. Le vent soufflait dans les feuilles au-dessus de leur tête, jouant une symphonie mélancolique, comme un écho au désespoir grandissant dans leur jeune cœur. « Je suis là, Elena, juste à côté de toi, » répondit Sofia en tendant le bras au maximum pour atteindre sa sœur. « Peux-tu toucher ma main ?» Elena commença à tirer sur la corde, ses petits poings agrippant les fibres rugueuses qui entaillaient sa peau délicate. « Pourquoi papa nous a-t-il attachés comme ça ? Je ne comprends pas ce jeu. » Bien que plus jeune qu'Elena de quelques minutes seulement, Sofia a toujours fait preuve d'une maturité émotionnelle qui lui permettait de percevoir des nuances qu'Elena ne pouvait percevoir. Le ton d'Eduardo, son départ précipité et sa façon d'éviter de répondre directement à ses questions, tout cela se mélangeait dans son esprit pour former une image effrayante. Sa voix était différente, il était nerveux et effrayé. Et il ne nous avait jamais quittés auparavant, même pas à la maison. Pourquoi nous laisserait-il seuls dans une forêt inconnue ? Le temps semblait s'écouler différemment dans la forêt, sans repère visuel du soleil ni d'une horloge. Les filles se laissaient guider par les subtils changements des sons environnants. Les oiseaux qui gazouillaient joyeusement à leur arrivée commencèrent à être remplacés par d'autres sons, plus lointains, plus sauvages, qui faisaient battre leur cœur plus vite. Ils avaient mangé un encas dans la voiture, mais Eduardo avait promis un pique-nique spécial au point d'arrivée de leur aventure. C'était un autre mensonge cruel. L'estomac d'Elena se mit à gargouiller, et le bruit semblait amplifié dans le silence de la forêt. Sofia ferma les yeux, un geste insignifiant qui la força à se concentrer davantage sur les bruits environnants. Elle entendit le bruissement du vent dans les hautes feuilles, le craquement des branches sèches au loin,
et d'autres sons qui la firent frissonner. Elena tendit l'oreille, essayant de discerner ce que sa sœur avait entendu. Un bruit subtil mais constant se fit entendre, comme si quelque chose d'énorme se déplaçait lentement à travers les arbres non loin. La peur commença à prendre une forme plus concrète. Elles étaient seules, en danger, piégées dans une forêt inconnue. Et quelque chose bougeait non loin. La réalité de leur situation commença à ronger leur cœur d'enfant comme de l'eau glacée, brisant la dernière barrière du rejet. Les deux filles se blottirent contre le tronc de l'arbre, essayant de se faire plus petites et discrètes, tandis que les bruits de la forêt environnante devenaient de plus en plus forts. À la tombée de la nuit, les dangers qu'elles n'imaginaient pas s'agrandissaient. L'obscurité s'abattait lentement sur Wolf Valley, et l'air froid pénétrait les vêtements légers des filles. Elena se mit à frissonner, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de la peur qui grandissait en elle comme une herbe vénéneuse. Sophia remarqua l'agitation de ses sœurs et commença à leur parler doucement, essayant de les réconforter avec des souvenirs heureux. « Vous vous souvenez des histoires que maman me racontait sur les animaux gardiens ?» demanda-t-elle à voix basse, avec une douceur qui contrastait fortement avec sa situation désespérée. « C'est vrai », poursuivit Sophia en esquissant un sourire forcé. Elena ne le vit pas, mais elle l'entendit dans la voix de sa sœur. Elle disait que lorsque les enfants sont en danger, les animaux gardiens viennent à leur secours. Clara était une mère dévouée qui travaillait sans relâche à la ferme Mendes pour subvenir aux besoins de ses filles. Elle aimait profondément les chevaux, et ses filles ont grandi en compagnie de ces animaux majestueux. Clara disait toujours que les chevaux étaient des créatures spéciales, capables de sentir le cœur des gens et de protéger ceux qu'ils aimaient. Comment pourrais-je oublier? Sophia sourit sincèrement pour la première fois depuis son arrivée dans la forêt. Il suffit de l'appeler et il viendra. Thunder est un pur sang arabe à la robe blanche comme neige et au regard intelligent qui semble comprendre chaque mot. Clara fut chargée de s'en occuper, et un lien particulier s'est tissé entre la famille et le cheval. Les filles passaient des heures à caresser sa crinière soyeuse et à lui murmurer à l'oreille, et il semblait comprendre chaque mot. « Maman dit qu'il est spécial », poursuivit Elena, réchauffant son cœur glacé. « Il retrouve les personnes perdues. » Clara était convaincue que Tonnerre avait des pouvoirs spéciaux. Il était arrivé à plusieurs reprises que des animaux disparaissent à la ferme, qu'ils retrouvent et ramènent. Il existait un lien inexplicable entre le cheval et toute créature en danger, comme s'il était doté d'un instinct protecteur extraordinaire. Sophia ferma les yeux et tenta d'envoyer un message à leur cheval adoré. « Tonnerre, si tu m'entends, nous avons besoin de toi. Nous sommes perdus et effrayés. » Le vent changea, apportant avec lui une odeur différente venue de la forêt. Sophia huma l'air, cherchant une odeur familière, un signe qu'il n'était pas seul. Terre humide, feuilles pourries, fleurs sauvages, et d'autres senteurs qui faisaient battre son cœur plus vite. Elena prit une grande inspiration, s'efforçant de ressentir ce que ressentait sa sœur. C'était musqué et pourtant familier, rappelant les après-midi ensoleillés dans les écuries. Les filles restèrent silencieuses, à l'affût du moindre bruit susceptible de confirmer leurs espoirs. La forêt semblait silencieuse, comme si elle attendait un événement important. Même le vent s'était calmé, créant un silence empreint d'attente qui faisait résonner chaque battement de cœur comme un tambour. « Maman a toujours dit que le véritable amour transcende les distances, » répondit Sophia, se souvenant des paroles de Clara sur le lien particulier qui unit ceux qui s'aiment. L'obscurité de la forêt s'épaississait de seconde en seconde, enveloppant les filles comme une épaisse couverture et amplifiant chaque son. Au fil des ans, Sophia avait développé une capacité particulière à interpréter les sons environnants, et cette capacité était désormais devenue son seul outil de survie. Elena tendit l'oreille, essayant d'entendre ce que sa sœur entendait. Elle perçut un léger bruit de piétinement, comme des feuilles qu'on piétine, des branches sèches qui craquaient sous des objets lourds. Mais il y avait une pointe d'étrangeté dans ce bruit, qui la glaça de tout son corps. Un grondement sourd résonna dans les arbres, un son guttural qui semblait provenir des profondeurs de la terre. Les filles s'accrochèrent au tronc, tentant de se rendre invisibles, le cœur battant si fort qu'elles craignaient que ce bruit n'attire inutilement l'attention. Soudain, deux petits points lumineux jaunâtres apparurent dans l'obscurité,
telles des étoiles maléfiques scintillant parmi l'herbe et les arbres. Sophia ne les vit pas, mais Helena, qui avait encore un certain sens de l'ombre et de la lumière, reconnut vaguement ces points lumineux qui la faisaient trembler de peur. Jaune, ils viennent vers nous. Les filles restèrent immobiles, respirant aussi doucement que possible. Sophia avait appris de Clara que certains animaux étaient attirés par le mouvement et la peur, alors elle lutta pour maîtriser sa panique, même si l'odeur musquée du prédateur se faisait plus forte. Le loup s'approchait, ses pas perceptibles dans les feuilles mortes du sol de la forêt. Helena vit sa silhouette se dessiner lentement dans l'obscurité, un animal de taille moyenne à la fourrure sombre, son long nez reniflant l'air, cherchant à identifier les odeurs étranges. Le prédateur s'arrêta à quelques pas des filles, secouant la tête de gauche à droite, évaluant la situation. Les filles semblaient inoffensives, mais le spectacle qui s'offrait à lui l'inquiéta, les cordes, l'odeur de la peur humaine, le silence forcé au tout cela créait une scène qui détonnait dans son mode de chasse habituel. Helena sentit une larme couler sur sa joue, et le moindre mouvement suffisait à attirer l'attention du loup. Il grogna encore plus fort, montrant ses dents blanches qui brillaient dans la faible lumière filtrant à travers la cime des arbres. Le loup fit quelques pas de plus vers les filles. Son attitude était clairement agressive. Il sentait la peur qui émanait d'elle comme une odeur irrésistible, et la faim commença à prendre le dessus sur sa prudence naturelle. « S'il te plaît » murmura Sophia, incertaine de savoir si elle s'adressait au loup, à Dieu ou à l'animal gardien des histoires de sa mère. « S'il te plaît, ne nous fais pas de mal. » Le rugissement résonna dans la forêt, avec une puissance qui fit trembler les arbres. Malgré leur peur, Helena et Sophia le reconnurent immédiatement. Leurs cœurs s'emballèrent, mais cette fois, l'espoir les envahissait, et non la peur. Le jeune loup recula, déconcerté par la tournure soudaine des événements. Il s'était préparé à une chasse facile, mais se retrouvait maintenant face à quelque chose de bien plus grand et dangereux que lui. Une silhouette majestueuse émergea des arbres, tel un fantôme blanc dans l'obscurité. Tonnerre, le cheval arabe dont Clara avait si bien pris soin, s'avança avec une grâce qui trahissait l'urgence de sa mission. Sa fourrure blanche semblait rayonner de sa propre lumière, et ses yeux profonds respiraient la sagesse et la détermination, impressionnant même dans la faible lumière de la forêt. Tonnerre se tenait entre la jeune fille et le loup, grand et imposant. Le cheval était bien plus grand que la bête, et sa présence bouleversa complètement l'équilibre des forces dans la clairière. Il baissa la tête, dévoilant ses dents immenses, et fracassa le sol d'une de ses pattes avant avec un rugissement assourdissant qui résonna dans la forêt. Encore jeune et inexpérimenté, le loup évalua rapidement la nouvelle situation. La chasse n'était plus un scénario facile. Le cheval était un adversaire redoutable, clairement déterminé à protéger l'enfant humain. Après quelques secondes d'hésitation, le prédateur décida que le risque n'en valait pas la peine et recula lentement, ses yeux jaunes fixés sur Tonnerre jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'obscurité. « Tonnerre, tu es là » sanglota Helena en essayant d'atteindre le cheval. « Tu es vraiment là pour nous sauver. »« Il est avec nous maintenant » dit Sophia en riant et en pleurant. « Il me touche le visage, comme quand on était petite. » Thunder est resté avec les filles pendant plusieurs minutes, leur apportant du réconfort par sa présence, mais il est vite devenu évident que sa présence, bien que réconfortante, ne résolvait pas le problème sous-jacent, les filles étaient toujours attachées, vulnérables et avaient besoin d'une véritable aide. Le cheval commença à examiner les cordes qui retenaient Helena, reniflant et cherchant comment l'aider. Il essaya de les mordre, mais elles étaient trop épaisses. Cheval 5 était fort et avait de grandes dents, mais elles étaient incapables de mordre la corde. Le cheval tenta de tirer dessus avec ses dents, mais ne la blessa que légèrement. Frustré, il s'éloigna et se mit à hennir bruyamment, comme pour appeler à l'aide, résonnant dans la forêt. Thor continua de hennir à intervalles réguliers, comme pour envoyer un signal. Son extraordinaire sagesse lui fit comprendre que s'il pouvait protéger les filles des prédateurs qui le guettaient, elles avaient besoin de l'aide des humains pour véritablement retrouver leur liberté. Pendant ce temps, la nuit tombant, la forêt résonnait de toutes sortes de sons. Thunder restait aux aguets, ses oreilles constamment en éveil, captant le moindre bruit pouvant indiquer un danger. Il retrouva ses petits,
mais la véritable bataille pour les sauver ne faisait que commencer. À 2 heures de la forêt, dans la propriété de la famille Mendes, Joaquim Santos ressentait une agitation indescriptible. Ce gardien de 60 ans travaillait pour la famille depuis plus de 20 ans et connaissait chaque recoin du domaine comme s'il était chez lui. Cette nuit-là, pour une raison inconnue, il ne put fermer l'œil et filer 100 pas dans la cabane près des écuries. Joaquim a toujours eu une affection particulière pour Clara et ses filles. Lorsqu'Eduardo licencie soudainement la jeune mère, invoquant une réorganisation du personnel, le gardien comprend que la décision est plus complexe. Clara est l'un des meilleurs garçons d'écurie qu'il ait jamais rencontré, dévoué et compétent. Son licenciement survient à un moment suspect pour les fiançailles d'Eduardo avec Isabella. Lorsqu'Eduardo arriva à la ferme cet après-midi-là, il avait un comportement étrange. Nerveux, en sueur, il demanda à emprunter un véhicule de la ferme, prétextant un problème avec le sien. À son retour quelques heures plus tard, ses vêtements étaient couverts de terre et de feuilles, comme s'il venait de se promener en forêt. Lorsqu'on lui demanda si de la famille était en visite, Eduardo évita le regard du gardien et répondit rapidement, « Ils resteront là un moment ». Joaquim décida de faire le tour des écuries avant d'aller se coucher pour vérifier l'état des chevaux. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui l'inquiéta profondément, Tonnerre n'était pas là. Clara disait toujours que le cheval blanc était spécial, et maintenant il n'était plus là. Le garde prit une lampe de poche et commença à chercher des signes de fuite du cheval. Il constata un léger dommage dans la clôture, la foudre s'était frayé un chemin, ce qui lui demanda beaucoup de courage. Suivant les traces, Joaquim arriva à un petit pont de bois qui enjambait le ruisseau du domaine. Là, dans la boue humide, il découvrit quelque chose qui le fit frissonner, les empreintes d'un adulte, et à côté, celles de 2 enfants, toutes dirigées vers la forêt. « Oh mon Dieu !» murmura Joaquim en s'agenouillant pour examiner les traces. Elles étaient récentes, datant probablement de cet après-midi-là. L'une des empreintes de pas de l'adulte portait la marque typique des chaussures italiennes de luxe qu'Eduardo portait toujours. Joaquim connaît les légendes locales sur la forêt. Les anciens du coin recommandent toujours aux habitants d'être prudents, surtout la nuit. Ce n'est pas une superstition, mais un savoir-faire transmis de génération en génération, qui prévient les gens des dangers réels qui sévissent dans la région. Mais Eduardo peut-il vraiment y parvenir? Joaquim commence à comprendre l'ampleur de la cruauté de son maître. Les 2 filles ne rendent pas visite à des proches, elles sont perdues dans la forêt la plus dangereuse de la région, probablement abandonnées par leur père. L'administrateur rentra chez lui en courant, l'esprit en ébullition. Il avait besoin d'aide, mais aussi de preuves. Accuser Eduardo Mendes sans preuves solides équivaudrait à un suicide professionnel et personnel. Cet homme avait suffisamment de pouvoir et d'influence pour ruiner la vie de quiconque le trahirait. Joaquim prit un sac à dos et commença à préparer des provisions, des cordes, des lampes de poche supplémentaires, de l'eau et quelques médicaments de base. S'il avait deviné juste, il devrait rester debout toute la nuit. « Tiens bon, les filles, dit-il à la nuit. Oncle Joaquim viendra vous chercher. » Ce soir-là, Eduardo rentra à la maison, les vêtements froissés, avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant, un mélange de soulagement et de culpabilité qui piqua sa curiosité. Lorsqu'Isabella l'interrogea sur le voyage, il répéta l'histoire d'une visite à sa famille, mais il ne put la regarder dans les yeux. « Je te l'ai expliqué, ma chère, » répondit-il sans lever les yeux. Ils sont à la campagne avec la famille de Clara. C'est utile pour eux de connaître leurs racines. Tu dois les confondre avec quelqu'un d'autre. Mais sa voix tremblait légèrement. Pas de quoi s'inquiéter. Elle essaya de se ressaisir. Les filles vont bien. C'est juste temporaire. Eduardo se leva brusquement, renversant quelques papiers. Tu as dit que tu n'accepterais pas les imperfections dans notre famille, dit-il. Elles représentent toutes les erreurs que j'ai commises par le passé. Elle marqua une pause, incapable d'exprimer l'horrible possibilité qui se jouait dans son esprit. Eduardo se comportait comme un homme ayant commis un acte irréversible, irréparable. Qu'est-ce que cela signifiait? Isabella sentit une vague de nausée lui monter à la gorge. Le silence qui suivit fut assourdissant.
Eduardo comprit qu'il en avait trop révélé, et Isabella comprit qu'elle était fiancée à un homme capable d'horreurs qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Ayant grandi dans une famille riche et puissante, elle avait vu bien des choses douteuses commises au nom du succès et de la célébrité, mais jamais rien d'aussi horrible que ce qu'Eduardo laissait entendre. Non, se détourna vivement Eduardo. Tu ne comprends pas. S'ils reviennent, tout ce que nous avons construit s'effondrera. Ta famille n'acceptera jamais notre mariage. Ma réputation sera ruinée. En quittant le bureau, Eduardo réalise qu'il a perdu non seulement ses filles, mais aussi la femme qu'il croyait aimer. Pour la première fois depuis qu'il a laissé ses filles dans la forêt, il commence à se demander si le prix de son ambition n'était pas trop élevé. De retour à Wolf Valley, la deuxième nuit s'épaissit, apportant avec elle des dangers que même Thunder ne pouvait affronter seul. Les chevaux restèrent vigilants aux côtés des filles, leurs oreilles frétillant constamment pour capter le moindre bruit menaçant. Elena et Sofia réussirent à s'endormir brièvement, mais la faim et la soif commencèrent à ronger leurs petites silhouettes. À son réveil, Sofia ressentit un frisson et frissonna violemment. La température chuta brusquement, et les vêtements légers ne résistaient pas à l'humidité et au froid de la forêt. Elle tenta de se rapprocher d'Elena, mais les cordes limitaient ses mouvements, et leurs mains ne pouvaient que se toucher légèrement. Sentant l'inconfort des filles, Tonnerre s'approche d'elle, tentant d'utiliser son corps massif pour former une barrière contre le vent glacial. Le cheval se positionne habilement pour bloquer le vent glacial qui souffle de la forêt du nord. Cependant, la brève chaleur que Tonnerre apporte ne compense pas l'affaiblissement des corps des filles. Elena est prise de vertige, et Sofia a de plus en plus de mal à se concentrer. D'abord, il y eut un hurlement lointain, profond et long, résonnant dans la forêt comme le hurlement des fantômes et des loups. Tonnerre leva aussitôt la tête, ouvrit ses narines et huma l'air. Un autre hurlement répondit au premier, cette fois venu d'une direction inconnue. Tonnerre commença à s'agiter, évoluant nerveusement autour des filles. Il pouvait gérer un jeune loup inexpérimenté, mais une meute entière était bien plus difficile. Son instinct lui disait que la situation était devenue trop dangereuse. « Combien crois-tu qu'il y en ait ?» demanda Elena, essayant de réprimer la panique dans sa voix. La première paire d'yeux jaunes apparut entre les arbres, suivie d'une autre, puis d'une autre encore. Elena vit les loups se déplacer dans l'obscurité, formant un cercle autour d'elle. Tonnerre s'avança droit entre les loups et les filles, baissant la tête et adoptant une posture agressive. Il savait qu'il ne pourrait vaincre tous les loups, mais il était déterminé à protéger l'enfant que Clara lui avait confié. Le chef de la meute émergea lentement de l'ombre, une bête imposante et expérimentée, dont les cicatrices témoignaient des combats passés. Il évalua la situation avec la sagesse d'un prédateur aguerri, calculant ses chances face au cheval de garde. Mais le cheval ne bougea pas. Au lieu de cela, il hennit de nouveau, un son empreint de la détermination et de la loyauté qu'il avait apprise de Clara. Il n'abandonnerait pas les filles, quel qu'en soit le prix. À cet instant, Joachim suivit le hennissement désespéré de Tonnerre et s'approcha enfin, entendant ce qui se passait dans la clairière au loin. Joachim marcha plus de 2 heures dans la forêt, suivant les traces qu'il avait repérées près du pont. Il utilisa sa lampe torche pour éclairer l'obscurité, éclairant des branches cassées et quelques empreintes de pas qui confirmèrent ses pires soupçons. Le garde forestier connaissait bien les traces, ayant passé des décennies à fouiller la forêt à la recherche d'animaux perdus ou à vérifier les clôtures de son domaine. Alors que le premier hurlement résonnait dans la nuit, Joachim sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il connaissait les hurlements des loups de la vallée des loups, une meute de prédateurs qui s'était renforcée ces dernières années. Si les filles se trouvaient dans cette zone, elles seraient en danger de mort. Le son était évident, une voix tonitruante et puissante qui résonnait dans la forêt comme un cri de guerre. Joachim s'arrêta aussitôt et suivit la direction du son. Le cheval était encore vivant et, à en juger par son hennissement, il faisait face à une menace. Dans la clairière où les filles étaient attachées, la tension était à son comble. Le loup alpha décida d'approcher lentement, testant les défenses de Tonnerre, tandis que les autres loups restaient sur place. Le cheval se tenait droit, mais Elena et Sofia sentaient qu'il devenait de plus en plus anxieux.
la première attaque survint d'une direction inattendue. Alors que le loup alpha détournait l'attention de Thunder, un autre loup tenta de s'approcher par derrière. Le cheval sentit le mouvement à la dernière seconde, se retourna vivement et donna un coup de pied à Thunder, mais malheureusement, il n'était qu'à quelques centimètres. Son observation perspicace sauva le cheval, qui répliqua à temps. Mais les filles comprirent que Thunder ne pouvait pas gagner seul. Elles étaient en infériorité numérique et utilisaient des tactiques coordonnées. Elena tenta d'abord d'arrêter Tonnerre, craignant que ses cris n'attirent d'autres prédateurs, mais elle comprit finalement le plan de sa sœur et la rejoignit. Joachim se trouvait à environ 500 mètres de la clairière lorsqu'il entendit des cris. Son cœur s'emballa, car il reconnut les voix d'Elena et de Sofia, elles étaient encore enviées, à en juger par le son de leur voix, elles étaient en danger. « Attendez, les filles, hurla-t-il, espérant que sa voix les atteindrait. Tonnerre remarqua le changement et en profita pour hennir encore plus fort, appelant Joachim et lui indiquant sa position exacte. Le cheval savait que les secours arrivaient, mais il savait aussi que les prochaines minutes seraient cruciales. Joachim entendit les bruits du conflit devant lui, des chevaux hennissant, des loups hurlant et des filles hurlant de peur. Il vérifia son sac à dos pour s'assurer qu'il avait tout le nécessaire, une corde, un couteau et une lampe de poche pour effrayer les prédateurs. Puis, telle une force de la nature, il se précipita dans la clairière, sa lampe de poche perçant l'obscurité et illuminant une scène qui resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Elena et Sofia étaient attachées au tronc d'un arbre géant, le visage pâle de peur et d'épuisement. Tonnerre se tenait en position défensive, et les 6 loups encerclaient les enfants, formant un cercle menaçant. L'administrateur n'hésita pas, il sortit la torche préparée de son sac à dos, l'alluma rapidement avec un briquet et commença à l'agiter vers les loups. Le feu a toujours été la chose la plus redoutée des animaux sauvages, et lorsque les loups virent les flammes jaillir dans l'obscurité, ils se retirèrent aussitôt. Les animaux se dispersèrent rapidement, mais ils ne s'éloignèrent pas, Joachim voyait leurs yeux briller dans l'ombre des arbres, attendant l'occasion de revenir. Il savait que la curiosité et la faim les ramèneraient bientôt, et que le temps pressait. « Papa nous a amenés ici et est reparti », expliqua Elena d'une voix vive. Il a dit qu'il reviendrait, mais ça fait longtemps. Le gardien vérifia les cordes qui attachaient les filles. Eduardo avait fait un travail méticuleux, faisant des nœuds complexes et difficiles à défaire. Joachim sortit son couteau et commença à couper les cordes, mais elles étaient dures et le processus lent. « Ce cheval est un héros », dit Joachim en regardant Trovan avec admiration, qui les avait surveillés toute la nuit. « On y est presque », murmura-t-il, sentant la corde d'Elena se rompre. « Bon, ma chérie. À ton tour. » Puis il commença à dénouer la corde de Sofia, mais cette fois, le nœud était plus serré. Eduardo attacha la deuxième fille avec plus de force, peut-être parce que sa détermination grandissait à chaque acte brutal. Tonnerre s'approcha du groupe, utilisant son corps comme une protection supplémentaire. Le cheval semblait comprendre qu'il n'était pas encore en sécurité, la forêt environnante était encore pleine d'yeux affamés qui les observaient. « Je peux le faire », répondit fermement Sofia, même si ses jambes tremblaient. Derrière eux, les loups se tenaient à distance, attendant le moment propice. Le véritable voyage vers la sécurité ne faisait que commencer, et Joachim savait que chaque pas serait une lutte contre le temps et les prédateurs qui rôdaient dans l'obscurité. Le voyage à travers la forêt fut tendu et dangereux. Joachim portait Elena, trop faible pour marcher, sur son dos, tandis que Sofia serrait sa chemise et utilisait son Wi-Fi pour l'alerter des obstacles sur son chemin. Tonnerre menait le groupe, l'oreille constamment à l'affût, guettant les mouvements des loups qui le suivaient dans l'ombre. Lorsqu'ils sortirent enfin de la forêt et atteignirent la maison des Mendes, l'aube avait déjà teinté le ciel d'or. Cependant, la tranquillité matinale était troublée par plusieurs voitures garées devant la maison principale. Isabella avait tenu sa promesse, elle cherchait de l'aide. La justice allait arriver. Joachim répondit froidement, reconnaissant la voiture de police parmi les véhicules. « Oh mon Dieu, ils sont encore vivants », murmura Isabella, les larmes aux yeux. « Joachim, où les as-tu trouvés ?» À ce moment-là, Eduardo apparut sur le porche, suivi de 2 policiers.
Lorsque son regard croisa celui des filles qu'il avait abandonnées, son visage pâlit, comme s'il avait vu un fantôme. Un instant, un soulagement traversa son visage, mais il comprit bientôt le sens de sa survie, et la panique remplaça ce sentiment. « Comment ont-ils survécu » demanda Joachim d'une voix glaciale. « Merci au tonnerre et à Dieu pour sa miséricorde » répondit l'inspecteur. « Pas d'aide extérieure, n'est-ce pas, monsieur Joachim ?» L'inspecteur se tourna vers Eduardo et poursuivit. « Madame Isabella nous a déjà fait part de vos soupçons. Qu'avez-vous trouvé dans la forêt ?» Eduardo resta sur le balcon, terrifié. « Ils vont bien » murmura-t-il, comme si cela justifiait son comportement. Bien qu'épuisée, Sofia a quand même trouvé le courage de parler. « Papa nous a emmenés dans la forêt. Il a dit qu'il avait une surprise pour nous, mais il n'est jamais revenu. » Les paroles des filles frappèrent Eduardo comme une pierre. Il chercha du soutien auprès d'Isabella, mais elle ne vit que du dégoût. Elle se tenait aux côtés de l'enfant qu'il avait trahi. Alors qu'on leur mettait les menottes au poignet, Eduardo prit enfin la parole, ils ont survécu. 3 mois après leur sauvetage, la vie d'Elena et Sofia a changé à jamais. Joachim et sa femme, Maria, qui avaient toujours rêvé d'avoir des enfants sans jamais en avoir eu, ont désormais ouvert leur cœur et leur esprit aux 2 filles. Fort du témoignage d'Isabella et de l'arrestation d'Eduardo, la procédure d'adoption est désormais en cours. La maison du couple est simple et chaleureuse, située sur la même propriété que Joachim. Cela permet aux filles de maintenir un lien avec Thunder, qui n'est plus seulement un animal de compagnie, mais leur protecteur, ami et héros. « Bonjour, tonnerre », murmura affectueusement Sofia en caressant la crinière soyeuse du cheval tandis qu'Elena peignait la fourrure blanche du cheval. Les filles ont pris l'habitude de prendre soin de l'animal qui leur sauvait la vie chaque matin en échange de tout l'amour et de la protection qu'il leur donnait. Maria, regardant ses filles depuis la fenêtre de sa cuisine avec un amour maternel dans son cœur, s'est lancée pour aider Elena et Sofia à se remettre de leur traumatisme, en travaillant avec des spécialistes de la vision et des psychologues pour enfants pour s'assurer qu'elles avaient tout le soutien dont elles avaient besoin. Elena a appris le braille plus vite qu'on ne le pensait, ajouta fièrement Maria. Son professeur disait qu'elle était douée. Isabella est devenue une habituée de ce lieu, offrant ressources et soutien émotionnel en cas de besoin. Son expérience avec Eduardo a profondément changé sa vision de la vie, la poussant à annuler son mariage et à faire don d'une partie de sa fortune à des causes de protection de l'enfance. « Ça va mieux de jour en jour », répondit Maria avec un sourire chaleureux. Hier, Sofia m'a dit qu'elle ne faisait plus de cauchemars dans la forêt. Le traitement a joué un rôle essentiel dans le rétablissement des filles. Le docteur Anapola, psychologue spécialisé dans les traumatismes infantiles, les aide patiemment à surmonter cette terrible expérience. Par le jeu, le dessin tactile et des conversations douces, elle aide Elena et Sofia à comprendre que ce qui s'est passé n'était pas de leur faute. Le docteur Anapola a expliqué à Joachim et Maria que le plus important était qu'ils se sentent en sécurité et aimés, votre amour inconditionnel était le meilleur remède pour guérir les blessures de votre cœur. Pendant ce temps, Eduardo subit les conséquences de ses actes. Condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et négligence sur mineur, il a non seulement perdu sa liberté, mais aussi tous ses biens à cause des poursuites et des amendes. Son entreprise a fait faillite, sa réputation a été ruinée et il a passé toute la journée dans une petite cellule, réalisant enfin tout ce qu'il avait perdu. « Je veux voir ses filles », a-t-il demandé à Isabella lorsqu'elle est venue lui rendre visite en prison. De retour chez Joachim et Maria, les filles courent librement dans la cour, guidées par les cris familiers des animaux de la ferme et la compagnie de Trovao. Elles ont appris à se servir d'une canne spéciale et à se fier à leurs autres sens aiguisés pour se déplacer dans la cour avec assurance. « Bien sûr, ma chérie », répondit Maria en serrant la petite fille dans ses bras, « préparons ses biscuits à l'avoine préférés. »« Tonnerre, allons nous promener », cria Elena d'une voix pleine d'assurance. Le cheval blanc s'approcha aussitôt, baissant la tête pour qu'elle lui touche le nez. Le lien qui les unit s'épanouit, transcendant la communication habituelle entre humains et animaux. Sofia rejoint sa sœur, coiffée d'une bride spéciale fabriquée par Joachim lui-même. Ces modifications permettent aux filles de monter et de guider Thunder en toute sécurité, et elles ont développé un langage unique avec le cheval, en utilisant des instructions vocales et des touches spécifiques que Thunder comprend parfaitement. « Maintenant, nous pouvons chevaucher le tonnerre jusqu'en ville », répondit fièrement Elena. « Qui aurait cru que cette terrible nuit nous rendrait plus forts ? Ce sont des miracles ambulants, dit Maria en silence,
émue par la façon dont ses filles ont surmonté un traumatisme qui aurait pu détruire leur vie. « Comment va Sofia à l'école » demanda Isabella à Maria. Les filles revinrent de leur soirée avec Trohan, le visage rayonnant de bonheur. Elles ont développé une indépendance remarquable, explorant le monde avec assurance et inspirant leur entourage. Lors d'un déjeuner de célébration, les filles ont partagé leurs aventures quotidiennes, leurs progrès scolaires et leurs rêves d'avenir. Elena veut devenir écrivaine, écrire des histoires et montrer au monde que la déficience visuelle ne doit pas limiter l'imagination. Sofia rêve de devenir vétérinaire et de soigner des animaux comme Trohan. « Quoi de neuf, papa » demanda Sofia, utilisant pour la première fois le nom qu'elle répétait depuis des semaines. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Eduardo regardait le coucher de soleil à travers les barreaux de sa cellule. Il a reçu des lettres d'Isabella décrivant le bonheur de ses filles et comment elles s'épanouissaient dans l'amour de leur nouvelle famille, et pour la première fois de sa vie, il a vraiment compris ce qu'il avait perdu, non seulement ses filles mais la chance d'aimer et d'être aimé inconditionnellement. Courant librement à travers la campagne, guidés par le bruit familier du tonnerre et entourés de l'amour de leur famille qui les voit comme l'incarnation de la perfection, le rire d'Elena et Sofia résonne là où la peur remplissait autrefois, prouvant que le véritable amour peut transformer les expériences les plus sombres en histoires d'espoir et de dépassement.